Donc on va constituer cette table ronde. Donc d'abord, je vais vous parler de Emma Bettelston. La particularité d'avoir une double formation, je ne pense pas me tromper, mais de santé publique et de psychiatrie, hein, et qui donc a commencé sa carrière de PH dans le service de Jean-Luc Roland, ce que j'ai appris récemment, avant de l'inviter à cette table ronde, et en étant aussi, en travaillant aussi avec le HSO d'abord donc de la zone de Lille à l'époque. Hein, voilà. Donc actuellement, Emma est donc responsable à Marseille de l'unité ULIS, hein, unité locale d'intervention de crise et d'évaluation, donc dont les interventions représentent un petit peu les caractéristiques de l'HAD, hein, de soins intensifs et domicile. Ouais. Avec deux équipes qui agissent sur deux territoires différents. Non, une seule équipe. Maintenant une seule ? D'accord. Et selon une composante de suivi intensif dans le milieu de vie. Une activité qui est complétée par un volet médico-social avec donc des structures correspondantes qui sont en général destinées à des patients en situation de perte d'autonomie, d'exclusion ou de handicap psychique. Et la particularité de fonctionner aussi avec le lieu de répit. Hein, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, sachant qu'à Lyon, donc, le Un chez soi d'abord est en cours d'élaboration. Donc ça sera aussi pour nous une forme d'intervention intéressante à prévoir. Voilà. Donc, François Olivier. Donc il y a une dizaine d'années, à ton initiative, le CH de Montauban a répondu donc à une offre un appel d'offres et a candidaté donc pour la création d'une HAD, la première. Hein, la première. Donc il s'agissait, tu le disais à l'époque, de s'appuyer sur la circulaire de la DHOS de 2004 qui définissait à l'époque les objectifs d'une HAD, mais d'une HAD somatique. Hein. Donc tu es devenu le médecin coordonnateur de cette HAD. Donc une HAD qui intervient sur prescription de psychiatre, 10 places pour des personnes connues de la psychiatrie ou pas connues, sachant qu'avec le recul, 25% des gens qui passent par la HAD connaissent leur premier contact avec la psychiatrie. Donc des horaires élargis aussi, on aura l'occasion d'en reparler. En 2016, une thèse d'Émilie Thibon, que tu as dirigée, et qui nous a vraiment inspiré, dont nous nous sommes servis pour élaborer la partie de soins intensifs à domicile, qui a eu le mérite de montrer, d'abord de décrire les caractéristiques des patients d'une part, et d'autre part de permettre de constater de façon tangible que ce soin proposé par l'HAD était efficace, était bien accepté par les usagers, apprécié par les prescripteurs et permettait d'éviter la stigmatisation. Donc c'était des éléments importants. Donc je te laisse rejoindre aussi là. Ouh. Moi j'entends bien. Yvonne Kenom. Donc, qui a participé, qui est infirmière-chercheur au CHU de Saint-Étienne, qui a participé à la création de l'équipe mobile de Saint-Étienne, qui est titulaire d'un diplôme universitaire de réflexion éthique et de philosophie pour le soin, qui a donc, à l'intérieur du pôle dans lequel elle était infirmière dans une, si je me souviens bien, dans une unité classique de soins avec toutes les limites que nous connaissons bien et que cela impose, a permis la conversion de cette unité en gardant les mêmes soignants qui se sont donc acculturés à un autre paradigme de soins et a permis de créer cette équipe mobile de Saint-Étienne. Par ailleurs, donc vous êtes spécialisé dans différents domaines, dont la laïcité, et ce qui nous intéresse particulièrement, les soins sans consentement, dans le sens de leur connexion avec les directives anticipées qui prévient la diminution de l'appel à l'isolement et à la contention. Vous avez aussi travaillé sur les plans de crise conjoints, les plans de soins partagés. Je vous laisse...
Basile Buchet. Basile Buchet, donc, que nous connaissons depuis quelques mois, qui est père aidant, qui a une expérience des troubles psychiques et des soins qui l'ont amené à vivre des périodes compliquées, dont il s'est émancipé par étapes, en trouvant la confiance nécessaire pour sortir de l'autostigmatisation et de favoriser son immersion en milieu ordinaire. Ces étapes lui ont permis d'évoluer dans un rétablissement et de mieux comprendre ses propres fonctionnements pour travailler ses aptitudes dans l'établissement d'un lien aidant aux autres en s'appuyant sur l'idée que chaque personne a une voie de rétablissement qui lui est propre. Un ensemble d'expériences qui nous a semblé très importantes quand on vous a vu, notamment des stages au C3R du Natier et au sein de Calypso à Grenoble, qui ont permis d'expérimenter cette perdance. Ah, c'est au C3R de Grenoble, d'accord. Ouais. Donc nous l'avons choisi pour Ecrea, pour toutes ces raisons, en lui demandant dans un premier temps de s'acculturer au pôle G25 et donc de prendre le poste le temps que la structure ouvre. Donc on croit qu'elle va ouvrir. Donc un hôpital de jour du pôle dans lequel votre action est vraiment appréciée. Ce que je propose, c'est que peut-être on présente rapidement, après votre expérience qui sera intéressante, et nous, nos services respectifs, en quelques mots peut-être brièvement. Donc moi je suis François Olivier, je suis psychiatre à l'hôpital de Montauban. Donc je dirige une HAD psychiatrique. Alors c'est un peu particulier, l'HAD psychiatrique n'existe plus depuis quelques mois, mais je suis toujours HAD psychiatrique. Mon hôpital me dit non, vous restez pour l'instant. Bon, je ne sais pas. Normalement je devrais passer SPIAD, service psychiatrique intensif à domicile, je pense un truc comme ça, on s'affiche un peu. Je suis très content de sortir, c'est une parenthèse, de sortir de l'HAD. Parce que l'HAD est un carcan administratif, on a essayé de remettre une structuration abominable et donc être dans le cas d'une HAD, c'était très compliqué et très lourd à porter, donc c'est très bien qu'on en sorte et je pense qu'une des caractéristiques intéressantes de l'HAD, c'est la flexibilité, c'est la souplesse, c'est l'adaptabilité et que donc il faut qu'on ait des modèles très souples. Donc moi je dirige, oui on a 10 lits, en fait on pratique, on a entre 15 et 20 patients jour à peu près, j'ai à peu près un tiers de vos moyens pour vous donner un peu une idée. Et on couvre tout le département du Tarn-et-Garonne, ce qui veut dire que le patient le plus loin habite à 1h15 à peu près. On s'organise de façon très simple, on est activé par les psychiatres, donc deuxième ligne, mais de plus en plus par les médecins traitants, parce qu'il n'y a plus de psychiatres, donc c'est des médecins traitants, ce qui finalement est peut-être pas plus mal. Simple fax et on s'active. Alors s'activer, je vous dis un peu comment on fonctionne, c'est très très simple. Lorsqu'on reçoit le fax avec le minimum de détails et un minimum de projets de soins, on prend contact avec le patient, on va le voir le plus rapidement possible et on négocie avec lui l'hospitalisation à domicile ou le suivi à domicile et on le met en place dès que possible. Donc vous voyez que ça va très vite. Pour vous donner une idée, je distingue à peu près 3 temps un peu différents des patients que nous recevons. Nous avons des patients de pré-crise, on va dire, ou de début de crise. En général, c'est des collègues qui sont en consultation et ou les CMP qui sont inquiets pour des patients qui ont rompu les soins, arrêté les traitements, retard, ou qui ne viennent pas aux consultations et pour lesquels il y a une inquiétude, donc ils nous activent un peu en prévision d'une crise à venir. Et donc, on refait du lien et on remet un suivi psychiatrique pour ces patients en situation de rupture. On a un deuxième temps qui est aussi très intéressant, c'est le temps de l'alternative, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que lorsque vous passez aux urgences avec, s'il n'y a pas de risque suicidaire ou de risque majeur pour la personne, les soignants savent maintenant qu'ils peuvent proposer en alternative l'HAD, c'est-à-dire vous nécessitez une hospitalisation, est-ce que vous souhaitez une hospitalisation intramuros ou est-ce que vous souhaitez une hospitalisation à domicile? Et c'est une vraie alternative. Si les gens choisissent l'HAD, on reçoit le fax et c'est nous qui nous mobilisons, ils ne passent pas à l'hôpital. Et le troisième temps, c'est le post-hospitalisation, c'est-à-dire des patients qui rentrent chez eux, où souvent le système est assez fragile à domicile, avec des risques d'instabilité ou de non-prise de traitement, ou de familles complexes, etc., ou de pathologies non encore résolues. Et nous raccourcissons le temps d'hospitalisation et le patient sort plus rapidement du service classique pour revenir à domicile avec un suivi d'HAD. Voilà à peu près les
3 temps. Peut-être 2 mots de plus. Effectivement, c'est du bricolage intelligent, c'est-à-dire c'est du sur-mesure en fait. C'est-à-dire que l'idée d'aller voir les gens chez eux, c'est que d'abord on observe leur lieu de vie, on observe leur famille, on voit leur famille, leurs proches, les aidants, ce qui fait qu'on a des prises en charge qui peuvent être extrêmement complexes mais aussi très complètes, puisqu'on rencontre les familles, on peut faire de la psychoéducation, on peut expliquer les troubles, des fois on fait des scissions, c'est-à-dire que une partie de l'équipe voit le patient, l'autre partie va voir la famille. Enfin, on se débrouille pour que finalement le patient soit pris en charge dans sa globalité. C'est aussi une très belle psychiatrie et qui change tout pour les gens qui font ce travail-là. D'ailleurs, mes infirmiers ne veulent plus du tout revenir en intra depuis qu'ils font de l'HAD. Pour une raison simple, le paradigme est complètement différent, c'est le patient qui vous accueille. C'est-à-dire qu'on change complètement les règles d'accueil. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, vous avez des règles très strictes, compliquées. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire ci, il faut se coucher, il faut faire ça. Là, c'est le patient qui vous accueille. Vous êtes très surpris que des patients, même désorganisés, délirants, hallucinés, vous proposent le café, vous proposent de vous asseoir, vous invitent chez eux, ont plaisir à vous accueillir à leur domicile. Ça change complètement l'alliance que vous avez avec les patients. Et ça change complètement aussi le rapport qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport de contrainte. C'est-à-dire s'ils ne veulent pas ouvrir, ils peuvent ne pas ouvrir aussi. Voilà. Et donc du coup, c'est une autre psychiatrie. Ce qui permet aussi d'être beaucoup plus, par exemple pour les patients suicidaires, puisque c'est toujours notre hantise, c'est le suicide. On peut suivre ça de très près, c'est-à-dire dire aux patients, écoutez là, on voit bien que vous êtes très envahi par l'idée suicidaire, si vous voulez, vous allez aller à l'hôpital 2-3 jours et on vous récupère derrière dès que ça s'apaise. Et finalement, on fait du va-et-vient comme ça, qui permet d'éviter de longues hospitalisations et qui sont beaucoup plus sympas pour le patient d'une façon générale. Puis on travaille effectivement avec la vie sociale, c'est-à-dire que par exemple on fait pas mal aussi de sevrage à domicile, sevrage alcool, etc. Donc on accompagne les gens aux supérettes pour s'exposer au rayon alcool, pour voir comment ils vivent ça à leur demande. On les accompagne, les agoraphobes qui ne peuvent pas sortir, les autistes en difficulté. Enfin voilà, on fait le lien de tous ces patients un peu complexes, multipathologiques souvent, et le fait d'aller au domicile, de pouvoir travailler dans la société, de les amener dans les GEM, de leur faire rencontrer des associations d'activités locales, fait que finalement on peut réinscrire des patients dans la société, du moins y travailler. Je regrette juste de ne pas avoir, pour compléter un peu mon équipe, un éducateur sportif et un père aidant. J'ai malheureusement pas de père aidant encore, mais j'aimerais en avoir un. Et un éducateur sportif parce que je pense que la mobilisation physique, s'occuper du corps, est très important. Et je pense que si on pouvait aller à domicile, favoriser les sorties. Alors nos infirmiers marchent beaucoup, parce qu'on fait souvent des consultations marchandes. On sort, on discute. Des fois on va au bistrot, des fois on va faire les courses. En fait, on vit avec les patients aussi lors des VAD. C'est pas simplement. Et j'étais très surpris. Beaucoup de patients m'ont dit, vous savez, j'ai beaucoup plus de temps soignant à l'HAD que de temps soignant à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, les infirmiers sont occupés par plein d'activités, ils sont devant les ordinateurs, ils préparent les traitements, ils ont plein de trucs à faire, ils n'ont pas le temps de venir nous parler. Alors que là, la personne qui vient me voir, elle vient me voir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, que pour moi. Et on peut parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tous les jours, tous les 2 jours, et on s'adapte en fonction. Donc ça, je trouve que c'est une richesse clinique extraordinaire. Donc de la flexibilité, de la fluidité, et vraiment du sur-mesure, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et puis mes équipes on avait un peu peur au départ de l'autonomie, se disant mais est-ce qu'on est capable tout seul? En fait, ils se rendent compte que très vite ils s'autonomisent, ils ont des marges de manœuvre extrêmement importantes, ils prennent des initiatives, et si un souci m'appelle, ils le savent, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, et ça suffit. Et en général, ils partent. Parce qu'on me disait au départ, il faut qu'ils soient 2. Non, enfin, au début, si on n'est pas sûr que. Si on a quelques inquiétudes, on peut faire des visites à 2, mais ils partent tout seuls. Et en 15 ans, je crois, une fois, j'ai eu un infirmier qui s'est fait mettre dehors par un parent, je crois, en 15 ans. Il n'a jamais eu de problème. Et puis le soir, il y a des astreintes téléphoniques, c'est-à-dire l'infirmier part avec le téléphone, il ne se déplace pas la nuit, mais il répond au téléphone. Ils sont rarement dérangés parce que les patients savent qu'ils vont les voir le lendemain.
sauf s'il y a des crises d'angoisse ou des alcoolisations aiguës, ça peut arriver. Et ils peuvent m'appeler s'ils ont un souci, mais je suis très rarement dérangé. Les patients sont cadrés et le suivi est fait de façon très rapprochée, donc il n'y a pas besoin non plus de s'inquiéter de ce côté-là. S'il y a une urgence, on appelle le SAMU et on active le SAMU. Voilà. En fait, c'est très simple et ça marche très bien. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vous dis, mes infirmiers ne veulent pas partir de l'HAD. L'expérience marseillaise, peut-être. Tu as le micro, vas-y, je te laisse. Jean-Luc nous a déjà raconté son histoire, il a assez parlé. Emma, à toi. Oui, donc moi je peux parler de l'expérience d'Ulysse qui en fait s'est inspiré de l'équipe du SIC qui a été montée par Jean-Luc Roland, donc ça fera un pont. Donc voilà, moi effectivement j'ai repris la responsabilité de l'équipe Ulysse en 2018 et depuis un an je suis partie à mi-temps sur une équipe qui s'appelle C10 au groupe SOS, donc c'est une équipe médico-sociale qui va là accompagner sur plusieurs années des personnes très souvent hospitalisées. Et en fait pour l'instant les seules contre-indications, il se trouve que c'est le même territoire. En fait, je travaille donc à la fois à Ulysse et sur l'équipe C10 sur un territoire de 200 000 habitants, donc ça fait 3 secteurs de psychiatrie. Et voilà, la seule contre-indication en fait à Ulysse, c'est quand les personnes ont les critères du C10, pour dire qu'en fait, pour Ulysse, il n'y a pas de contre-indication clinique à l'HAD, parce qu'en fait, on n'a pas le statut d'HAD, mais je pense qu'on a un peu le même fonctionnement. C'est plutôt l'idée que quand quelqu'un est très souvent hospitalisé, la personne a en fait en général d'autres besoins qu'une équipe de crise qui intervient pendant 4 semaines. Les personnes ont souvent des besoins sociaux et d'accompagnement à l'inclusion sociale qui sont tels que voir des infirmiers, des médecins et des psychologues pendant 4 semaines, même s'ils traversent une crise très aiguë, c'est pas ça qui va favoriser, enfin c'est pas ça qui va faire la différence et stopper ces hospitalisations à répétition. Donc je pourrais en parler après si ça vous intéresse, mais je vais me focaliser sur Ulysse. Donc moi j'ai repris l'équipe Ulysse en 2018 dans un contexte où l'équipe existait depuis 2009, mais travaillait sur un concept beaucoup plus large de la crise que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire la crise au sens de déséquilibre, de certes troubles psychiques, mais sans forcément qu'il y ait une indication d'hospitalisation. Et moi je me suis inspirée de l'expérience que j'ai eue, parce que du coup j'ai eu la chance de travailler 5 ans comme PH dans le service qu'a monté le docteur Roland. Donc je me suis basée sur l'expérience du site, l'équipe du site qui elle-même a été calquée sur le modèle anglais des équipes de résolution de crise, les CRT. Où là, en fait, l'idée, c'est de se focaliser sur les situations cliniques les plus sévères, les plus à risque, avec, si possible, 20 personnes suivies de manière très intensive. Nous, on est à 16 actuellement en fonction des moyens, mais en tout cas avec un système de place. Et il y a plusieurs critères de fidélité qu'on doit essayer de suivre. Nous, on essaye petit à petit d'y arriver, mais on en est encore loin. L'idée, c'est d'être disponible 7 jours sur 7, d'avoir un psychiatre qui est disponible un peu tout le temps, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est pas juste un équivalent temps plein, hein, c'est plutôt un peu comme vous, l'équivalent de 2,5-3 équivalents temps plein. Et la capacité, alors juste pour revenir sur le médical, ce que les internes souvent disent, et même l'équipe, c'est que ce qui fait la différence, c'est le type d'évaluation du risque qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va essayer, je peux vous en parler après, de faire plein d'autres choses que du médical. On essaye de travailler sur le modèle de l'open dialogue finlandais, de travailler sur le rétablissement. On travaille avec des pères aidants, les associations locales. Enfin voilà, on fait plein d'autres choses que du médical. On a des psychologues qui travaillent avec une approche TCC, une approche systémique. Enfin voilà, on fait plein d'autres choses, mais ce qui fait radicalement la différence d'après tous les stagiaires, les internes qui viennent, c'est l'évaluation du risque. Et en fait, la grande particularité, c'est que justement, on va essayer, quand on peut, en fait, d'orienter les situations qui sont peu à risque vers des consultations très rapprochées, vers un système de gestion de la crise autre que Ulysse. Pourquoi ? Pour justement avoir un impact directement sur la diminution des besoins en hospitalisation. Et les équipes anglaises ont réussi à diffuser toutes les équipes partout en Angleterre. Ils sont à
250 équipes ou 300. Et en fait, ils ont fait des études randomisées qui montrent vraiment une diminution des hospitalisations et un impact sur la satisfaction. Et c'est quand même, il y a peu d'équipes agissant vraiment sur la crise psychique aiguë qui ont montré cette diminution. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous l'impression que ça marche sur le terrain, mais pour qu'il y ait vraiment une modification au niveau macro du système et donc la possibilité de transférer des moyens en fermant des lits, c'est très compliqué. Donc voilà, eux, ils ont vraiment réussi à le faire parce que ils vont prendre en charge des situations extrêmement à risque. Et ce que disent les stagiaires, c'est qu'en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est cette évaluation médicale. Et c'est vrai que moi, j'ai appris à travailler comme ça dans le service qu'a monté le docteur Roland, parce que je suis arrivée très jeune PH après l'internat dans une équipe où on était 8 PH. Et là, on essaye en fait de prendre des seniors qui arrivent à Ulysse quand ils sont passés comme internes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur des situations où les gens sont très très symptomatiques, peuvent faire des menaces, peuvent être très même suicidaires, et où du coup tout le monde m'appelle en disant « Emma, ça tient pas ». Et moi, en général, je conseille quelque chose et ça tient. Donc on est vraiment sur une modification de la clinique et de l'évaluation du risque, qui est vraiment, d'après moi, quand même le point fondamental, parce que c'est ça qui va faire que on va intervenir systématiquement en première ligne et que l'hôpital va être uniquement quelque chose, une deuxième ligne, quelque chose où on va peut-être passer 3 jours parce qu'on n'a pas pu faire autrement en termes de réactivité, etc. Mais on ne va pas mettre des barrières cliniques. Très souvent, dans les dispositifs similaires, voilà, moi, on me dit souvent, quand il y a un risque suicidaire trop élevé, quand il y a une famille qui ne tient pas la route, on n'intervient pas. Ben non, on va essayer vraiment, alors avec l'approche Open Dialogue, de pouvoir toujours inclure un peu tout le réseau de la personne, même quand on se dit la mère est toxique, le compagnon il bat sa femme. Enfin, des fois, vraiment, on est très, très en colère contre les proches. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas proposer le suivi intensif à domicile. On essaye juste de faire tenir la situation avec l'idée que, un petit peu ce que vous disiez, je crois, finalement, le risque à l'hôpital, il existe et il est important. C'est-à-dire que les suicides à l'hôpital, ça arrive très souvent. Les situations de violence, que ce soit contre les professionnels ou les patients, elles sont extrêmement fréquentes. Donc, en fait, on a juste tous l'habitude que, une fois que la personne elle est à l'hôpital, c'est bon, sauf qu'en fait, il se passe beaucoup de choses très graves et que du coup, l'idée, c'est de se dire, certes, il y a un risque. Les équipes savent que les personnes peuvent se suicider, les équipes savent qu'il peut se passer des choses difficiles à la maison, mais on essaye de dire à tout le monde que finalement, on est juste en train de se dire qu'il n'y a pas plus de risques à domicile qu'à l'hôpital, et donc d'aider à ce que ça se passe au mieux. Et finalement, ça se passe pas forcément bien, c'est-à-dire que c'est souvent chaotique en fait les suivis qu'on fait, mais au bout de 3-4 semaines, la personne, elle sort de ce moment de crise, de quelque chose qu'on peut appeler la décompensation psychiatrique dans notre jargon. Et la personne, elle est pas forcément sur les rails du rétablissement, elle a toujours plein de problèmes, et puis on n'a pas résolu le problème des troubles psychiques, mais au moins, elle n'est pas allée à l'hôpital, ou elle a passé 3 jours à l'hôpital plutôt que de 30. Donc on est vraiment sur cet objectif juste d'éviter l'hospitalisation, avec des fois des situations extrêmement complexes, mais l'idée que le fait d'éviter l'hospitalisation va effectivement peut-être faire en sorte que la personne ne s'institutionnalise, ne se chronicise jamais, et ça sera déjà quelque chose. Le fait que tout simplement on ait montré à la personne que même quand c'est extrêmement aigu, difficile, chaotique, on peut gérer chez soi sans passer par la case hôpital. Merci Emma. Yvonne, peut-être, quelle est votre expérience à Saint-Étienne ? Oui. Bonjour, merci de l'invitation. Alors c'est vrai que notre modèle à Saint-Étienne, il est légèrement différent, puisque nous, on se base sur le modèle ERIC, le modèle de crise, les équipes de crise qui à l'origine avaient été développées sur le territoire parisien, où on ne va pas être sur ce côté intensif des visites, où on ne va pas forcément voir les gens tous les jours. Nous, on voit les personnes entre 1 et 3 fois par semaine maximum, dans l'idée qu'à un moment, on va partir. Et en fait, dès le début, en fait, dans notre fonctionnement, les personnes vont avoir un contact souvent avec un soignant ou avec quelqu'un quotidiennement, mais ça ne va pas forcément être nous.
C'est-à-dire que nous, on a développé un réseau notamment d'infirmiers libéraux à qui on a proposé des formations que nous-mêmes on avait eues, donc des formations au rétablissement, des formations à la gestion de crise, etc. Et ça nous a permis de constituer un peu sur notre territoire une sorte de réseau aussi, de professionnels. Il y a des pharmaciens, il y a voilà, toutes sortes de professionnels de proches, l'UNAFAM, etc., qu'on a essayé aussi d'emmener dans ce changement on va dire, de paradigme. C'est vrai que vous souligniez tout à l'heure que à la base, on était une équipe d'hospitalisation temps plein. Une équipe d'hospitalisation qu'on appelait de préparation à la sortie. Alors je ne sais pas si vous avez eu ce type de service qui prépare à la sortie et dont les gens ne sortent jamais, en fait. Donc nous, on était ce type de service avec pas mal de contraintes aussi. Donc c'est vrai que ça a vraiment été un changement de paradigme important, mais c'était intéressant aussi que ce soit la même équipe parce qu'on a vécu. Moi j'y ai travaillé plusieurs années, on a vécu vraiment les écueils et les difficultés et les problématiques que posait l'institutionnalisation des personnes concernées. Moi c'est vrai que j'ai une vision peut-être un peu moins idéaliste que mes collègues. Saint-Étienne, c'est un territoire qui est compliqué, on a très peu de présence médicale. On ne va pas dire que le rétablissement, on a ouvert nos équipes mobiles en 2017. Le rétablissement, les gens ne connaissaient pas. Donc c'est pas seulement le travail de l'équipe mobile, c'est toute une population, en fait, les partenaires, les usagers aussi, parce que quand on a habitué les gens, les personnes qu'on accompagne, à faire appel à l'hospitalisation quand il y a de la crise, quand ils vont moins bien et qu'on leur dit en fait on peut proposer autre chose, en fait ils sont pas forcément d'accord en fait. Donc c'est pas si simple, même si ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Maintenant on a pas mal d'antériorité. Je vais pas dire que ça a été simple à mettre en place, mais c'est important en tout cas de garder le cap, de s'appuyer. On s'est beaucoup appuyé sur les expériences de nos collègues en France, les expériences internationales. Et j'ai envie de dire, la souplesse, elle est avec les personnes concernées, mais elle doit aussi être institutionnelle et nous dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on avait imaginées au début qui ne se sont pas forcément passées comme on les avait imaginées. C'est vrai que je vois que vous avez un projet bien ficelé, bien carré, nous aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont bougé. Et je pense que c'est important de s'autoriser à ce qu'il y ait des choses qui bougent au fur et à mesure. Les échanges et les feedbacks avec les partenaires de la ville, ils sont essentiels. Que ce soit les familles, parce que pour les familles, ça n'a pas été évident. Quand on se dit que finalement, la crise, ça va être dans la communauté, il y a énormément d'enjeux, des proches, des collègues de travail, de plein de choses, des pharmaciens, des médecins généralistes, aussi des pompiers. Enfin voilà, c'est vraiment tous les partenaires, tous les intervenants de la communauté qui sont impliqués et qui changent aussi leur façon de voir les choses. Alors nous, c'est vrai que on regrette pas, même s'il y a eu des moments difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, on n'imaginerait pas, et plus personne aujourd'hui n'imaginerait notre secteur sans ces possibilités-là. C'est pareil, on n'a pas de limitation en termes de clinique, c'est-à-dire qu'on ne va jamais dire il est trop mal donc on ne le prend pas en charge. Nous, ou on ne l'accompagne pas. Nous, la limite, en fait, c'est vraiment que les personnes ne souhaitent pas. Quand c'est vraiment bloqué, que la personne elle est trop décompensée et qu'elle ne veut pas du tout qu'on intervienne, là, nous, ça va être la limite. Même si on va essayer d'y aller, ça nous arrive régulièrement d'intervenir chez des personnes qui ne souhaitent pas qu'on vienne, mais parfois, au moment de la rencontre, on se donne au moins l'opportunité de la rencontre, et c'est au moment de la rencontre que le lien peut se créer. Et on a fait le choix aussi que ce ne soit pas notre équipe qui s'occupe de tout ce qui est, notamment les réintégrations, etc. C'était pas notre choix au début, c'était pas ce qu'on avait dit au début, mais il fallait qu'on puisse dire aux gens, on n'est pas là pour ça. Voilà.
On n'est pas là pour ça. Si à un moment il y a besoin de ça, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Et c'est ce qui nous a permis, nous, en tout cas dans notre expérience, de pouvoir faire avancer les choses. Comme je dis, dans notre contexte stéphanois, je pense vraiment que la question du contexte, elle est extrêmement importante pour les équipes mobiles. Après, on a bien sûr une partie ACT. Alors là, c'est pas l'équipe dans laquelle je travaille, mais une partie suivi intensif dans la communauté. Mais nous, ce qu'on appelle le suivi intensif dans la communauté, c'est vraiment l'ACT, le suivi au long cours, ou pour les personnes, on va dire nos anciens chroniques, on aime plus ce mot, mais les personnes qui étaient tout le temps hospitalisées. Et là, c'est vrai qu'on va vraiment être sur des modèles où on va chercher la fidélité au modèle original pour avoir l'efficacité. Et c'est vrai qu'ils ont... moi, je dirais que la diminution du recours à l'hospitalisation sur notre secteur, il a vraiment été significatif, nous, sur les études qu'on a eues, surtout grâce à l'équipe mobile de suivi au long cours. Parce qu'on se rend compte que les lits, en fait, ils sont souvent pris par... Souvent, c'est les mêmes patients qui sont en difficulté, qu'on a du mal à accrocher, etc., qui ont du mal à l'extérieur, parce qu'en fait, c'est surtout à l'extérieur qu'il faut pouvoir les accompagner. Et à partir du moment où cette équipe-là, elle a pu être mise en place, ça a beaucoup, on va dire, amélioré la situation de ces professionnels-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est tout un travail autour de la déstigmatisation, de lutter aussi contre les discriminations, que les gens puissent aller voir des médecins en ville sans que ça pose trop de problèmes, qu'ils puissent aller voir des dentistes. Donc c'est vraiment quelque chose finalement de très large en termes de communication. On a travaillé sur des films, on a travaillé sur plein de choses. C'est sûr que quand on est sur un territoire qui est déjà dans ce mouvement-là, je pense qu'effectivement il y a d'autres besoins. C'est important que vous connaissiez votre territoire, que vous sachiez où en sont aussi vos partenaires. Je pense. Voilà, on a eu la chance d'accueillir un père aidant aussi qui a vraiment changé la donne. Et puis peut-être dans l'évolution aussi, dans l'adaptation qu'on a eue, on a bénéficié d'un FIOP il y a 3 ans pour pouvoir s'ouvrir à la population générale. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé sans médecin, nous sur l'équipe, donc on était juste l'équipe d'infirmiers et un médecin, on va dire un chef de service qui chapeautait un peu de loin, le professeur Fakra qui a beaucoup fait pour la création de cette équipe. Mais c'est vrai que le fait que qu'on travaille un peu comme ça, au début on adressait plutôt... on accueillait des patients qui étaient suivis plutôt par le CMP ou qui avaient un suivi au moins par un psychiatre à l'extérieur ou un médecin traitant ou quelqu'un. On nous a beaucoup renvoyé, oui, mais il y a tous ceux qui ne sont pas dans les soins, qui vont pas être à l'hôpital. Il y a vraiment toute cette idée aussi de prévenir, de pas être que seulement sur la crise quand elle est là, très forte. Tout ce qui se passe avant, on se rend compte que c'est extrêmement important aussi pour éviter les hospitalisations. Et du coup, on s'est ouvert à la population grâce au FIOP et les gens de la communauté, que ce soit les usagers au web, les proches, une curatrice, une aide ménagère, une assistante sociale peut nous appeler pour qu'on débute une intervention. Voilà ce que j'aurais à dire sur les... Merci Madame Kenom. Vous passez le micro, merci. Alors, Basile Buchet, quelle est la vision d'un père aidant finalement de ces structures, vous qui avez une expérience un peu différente? Oui, c'est sûr, j'ai une expérience différente. À l'époque, moi j'étais hospitalisé à de nombreuses reprises sur des hospitalisations qui allaient jusqu'à 12 mois. Il n'y avait pas d'équipe qui accompagnait en ambulatoire sur les questions de résolution de crise. L'expérience de l'hôpital, elle est pour beaucoup de personnes assez traumatisante, stigmatisante aussi, on l'a déjà dit. L'apport de la pérédance dans les soins en santé mentale et aussi dans le soin en ambulatoire, elle est importante sur des questions déjà de matérialiser le rétablissement, qu'on est beaucoup à pas savoir qu'on peut se rétablir. Du coup, il y a déjà cette présence-là. Et puis, on est dans un lien aussi, il me semble, qui favorise aussi des questions d'alliance thérapeutique, qui sont des questions importantes parce que c'est difficile d'accepter de prendre un traitement. On se pose des questions, pourquoi en prendre, qu'est-ce que les effets secondaires, etc. Du coup, le lien de confiance favorise un peu l'alliance thérapeutique. Et puis, sur des questions de stigmatisation aussi, qui sont importantes quand on traverse des périodes de crise, où on pense qu'on ne va jamais s'en sortir, on est marginalisé assez vite par l'environnement du quotidien, par son entourage. Et la lutte contre la stigmatisation, elle est importante sur des questions de rétablissement.
Est-ce que votre histoire aurait été différente, votre histoire personnelle, s'il y avait eu cette alternative entre l'hospitalisation et le soin à domicile? Oui, je pense. L'hospitalisation, elle sort vraiment, elle extrait la personne de son quotidien de manière un peu subite et brutale. Et à force de fréquenter le milieu hospitalier et la psychiatrie, on perd aussi des aptitudes dans son rapport au quotidien, à son environnement, aux tâches auxquelles on est attendu en tant que citoyen. Et donc il me semble que l'ambulatoire a aussi un rôle important sur éviter la désinsertion en fait, de son quotidien-là. Merci. On va laisser la parole aux questions. Juste peut-être une question qui paraît un peu stupide comme ça, mais je me la suis posée quand j'ai ouvert l'HAD. C'est finalement en dehors des patients vraiment à risque de se faire mal ou de se suicider ou très désorganisés ou qui sont en danger chez eux, aujourd'hui, quelle est la plus-value de l'hospitalisation intramuros? Quel est l'intérêt finalement de mettre un patient intramuros en dehors de ces situations exceptionnelles? Est-ce que vous vous en repérez? Moi, je suis allé dans un service intramuros ouvert, hein, j'ai pris tous les patients un par un, j'ai regardé, est-ce que ce patient pourrait être soigné à domicile? Pour 60%, oui. Ils étaient à l'hôpital. Alors je ne dis pas que c'est complémentaire, je ne dis pas qu'il faut enlever l'hôpital. Oui, c'est je veux dire, se poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que vraiment c'est utile de laisser la personne à l'hôpital à ce moment-là? Je dirais que dans certains cas, c'est bénéfique pour les personnes quand elles le demandent, parce que, alors moi je trouve que ça leur permet tout simplement d'être protégés, de ne pas avoir à gérer toutes les tâches quotidiennes. Moi, c'est principalement... Protection. Même pas sur la question du danger, mais vraiment se faire à manger. Enfin, il y a des personnes pour qui ça devient extrêmement lourd et pour qui c'est même compliqué de se dire qu'on va mettre en place des aides au domicile tout de suite. Voilà. On est d'accord. Moi, c'est la seule chose. Est-ce que ça dure aussi longtemps que ça? Ah non, par contre, oui, pas forcément. C'est-à-dire qu'une fois que cette partie-là c'est un peu amendée, est-ce que finalement, pourquoi on garde les patients à l'hôpital? Ça marche ou pas? Ouais. Je dirais même qu'effectivement, il y a souvent cette question qui revient et puis le côté mise à distance du domicile des personnes qui veulent en fait se poser quelque part ailleurs. Mais je pense qu'il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait en somatique? Est-ce que vraiment on hospitalise des gens, sauf exceptionnellement, parce qu'ils ont besoin de personnes qui leur font à manger ou qui font le ménage? Non. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à imaginer des projets, des stratégies pour que justement des aides à domicile puissent être mobilisables 24 heures dans les 24 heures. Nous, on y arrive de temps en temps avec une association qui a mis ça en place mais qui est encore payante où en fait c'est, je crois, 15 € la journée, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. La personne, elle peut rester 24 heures de suite. 15 €, c'est pas grand-chose, mais il y a des gens qui peuvent pas payer 15 €. Donc, en tout cas, il y a cette solution-là qu'on commence à mettre en place à Ulysse. On travaille donc avec le lieu de répit, qui est ce lieu d'accueil non médicalisé et porté par une association. Donc l'idée, c'est que c'est surtout des pères aidants, des personnes qui n'ont pas du tout de formation médicale ni infirmière, qui accueillent et qui prennent soin, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour s'occuper des personnes, pour les accompagner quand ils ont besoin, pour les soutenir, et puis pour qu'il y ait cette entraide mutuelle quand c'est des pères aidants. Et du coup, c'est vrai qu'avec... Il n'y a pas grand-chose à Marseille, mais quand même, on a la chance qu'il y ait ces projets expérimentaux. En fait, pour moi, je me suis complètement décalée, effectivement, de la notion d'hospitalisation, parce que finalement, tous ces besoins qu'ont les personnes, et on peut comprendre, de se réfugier quelque part, qu'on s'occupe d'eux, ça n'est pas de l'ordre d'une mission d'hospitalisation. Donc effectivement, pour moi, grâce à la médicalisation quand même importante de notre équipe maintenant, il n'y a vraiment que des personnes qui non-stop veulent se jeter par la fenêtre. Parce que des gens qui nous disent, moi vraiment, je pense que demain, je vais me tuer. La plupart du temps, on arrive à maintenir Ulysse parce que, je ne vais pas détailler là, mais il y a tout un cadre clinique qui fait qu'on arrive à ce que la personne, elle passe pas à l'acte. Mais du coup, finalement, on est vraiment que sur ces quelques situations. Pour moi, la catatonie, des gens qui ont besoin de traitement vraiment toutes les heures, où c'est quand même compliqué de faire passer un infirmier toutes les heures à la maison. Le risque suicidaire très élevé, mais en général qui dure que 2-3 jours, parce que même les situations très très aiguës au niveau psychotique ou quoi, pour moi, on ne va pas faire plus à l'hôpital. Donc effectivement, on arrive finalement à ce qui s'est passé à Lille dans le service qu'a monté le docteur Roland, où c'est 10 lits pour 80 000 habitants,
avec très peu d'offres privées. Et en tout cas, l'offre privée, moi, quand je travaillais à Lille, en fait, c'était vraiment plutôt pour des tableaux anxio-dépressifs. Il n'y avait vraiment pas très peu de gestion de crise très aiguë. Donc, on peut réussir à faire 10 lits pour 80 000 habitants, sachant que je pense qu'on peut même aller plus loin, avec un lieu de répit où les gens peuvent aller pour se poser, quitte à aller voir leur médecin toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, où il n'y a même pas besoin d'équipe mobile en fait. Et ben finalement, on peut peut-être aller même plus loin que 10 lits pour 80 000 habitants. Dernière question, durée moyenne de séjour, c'est un sujet qui est très important pour les directions. Nous, on est sur un mois renouvelable. Enfin, la proposition, c'est un mois renouvelable. On est sur une DMS de 26 jours, mais on peut garder les gens 9 mois. Là, j'ai une patiente qui va sortir après 9 mois de mélancolie sévère à domicile. Bon, qu'on a traité en HAD. À Lille, sur l'équipe de soins intensifs, c'est 15 jours. Mais enfin, il y a des gens, au bout de 3 jours, c'est fini. Il y en a d'autres, c'est un peu plus long, parce que l'intérêt des équipes mobiles, c'est que vous adaptez suivant les nécessités. Au bout de 5 jours, généralement, on peut baisser le nombre de passages, et puis c'est bon. Voilà, sur les équipes d'assertive community treatment, ça peut durer 20 ans. Là, c'est différent, parce que on est dans du médico-social, quoi, en ville. C'est-à-dire qu'on accompagne les gens dans une quantité de choses. Les équipes sont mixtes là. Il y a des éducateurs et des éducateurs sportifs, il y a tout. C'est pas médical, c'est pas purement médical. L'accompagnement au long cours, c'est avec les médecins traitants, c'est avec un tas de choses. Et surtout, vous avez bien insisté, avec tout ce qui existe en ville. Voilà, si vous fonctionnez pas avec tout ce qui existe en ville, vous avez créé un hôpital dans la ville, quoi. C'est pas le but de rechercher par tout ça. Et puis bon, avec Emma, je suis bien d'accord. Bon, j'étais un peu étonné au début de tout ce qui était possible, mais finalement, des indications d'hospitalisation, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Quand on réfléchit bien. Et l'hospitalisation, moi je me dis, ça doit être comme la chirurgie, quoi. Vous allez vous faire opérer. Alors, imaginez en chirurgie qu'on regarde quelqu'un pendant 6 mois parce que, c'est pas, il va pas se débrouiller dehors. Non, il y a tout un système qui se met en place. Les gens, ils sortent au bout de 2-3 jours. La pédiatrie, ça a été la même chose. On gardait les gamins pendant 3 semaines, 1 mois avant. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Vous ne pouvez pas, parce qu'on sait très bien tous les problèmes iatrogéniques de l'hôpital. On les connaît en somatique par cœur. Et en psychiatrie, on fait semblant qu'ils n'existent pas. Mais c'est pas vrai. Un patient qui revient 3 fois à l'hôpital, 1 mois, c'est fichu. On avait pour 10 ans essayé de le déshabituer. C'est-à-dire le coût. Mais alors, les économistes... Bon, donc, de toute façon, la psychiatrie n'est pas rationnelle. Sinon, en termes d'économie, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Voilà. Donc, les économistes, ils disent très bien que c'est pas. On a un dispositif qui est pas fait pour adapter aux patients. Et les équipes mobiles, elles sont adaptées. Alors, je dirais tout de même un petit mot, c'est que vous avez fait tout de même des beaux schémas, mais comme tu dis, ça va s'adapter à ça. Parce que la réalité, d'abord, avec votre terrain. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes qu'à Marseille, à Lille, à Saint-Étienne. Avec le terrain que vous avez, étant donné que vous avez une configuration, je présume, de secteur où il y a du privé aussi, il y a des cliniques, il y a un tas de choses, qui n'est pas la même que... À chaque fois, c'est un secteur qui s'adapte, quoi. Il faut qu'on s'adapte au territoire. Et là, vous allez créer une clientèle adaptée au territoire en tenant compte de Saint-Jean-de-Dieu, en tenant compte du reste. Et bon, peut-être que dans 2 ans, ça marchera très bien, il n'y aura presque plus un malade à l'hôpital et que tout le monde sera à l'équipe mobile, mais elle ne ressemblera pas à ce que tu auras monté. Ça aura évolué parce que les besoins ou les demandes étaient différents. Je peux juste dire quelque chose, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Luc, mais quand même ce qui a été fait là dans le service à Lille, où il y avait une systématisation, en fait on avait demandé aux urgences, avant d'envoyer les gens en hospitalisation dans notre secteur, de nous les transférer sur un lieu de consultation ambulatoire, en ambulance. Donc les urgences n'y croyaient absolument pas, ça les énervait, etc. Mais on leur imposait ça. Nous là, ce qu'on fait, et on n'y arrive pas tout le temps, mais
et ce qu'on essaie de faire à Ulysse pour qu'on arrive quand même à garder des relations diplomatiques avec les urgences et qu'il y ait une espèce d'acceptabilité du projet, c'est qu'en fait, on y va. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait quand j'ai repris un peu le projet, c'est que j'allais en fait à l'hôpital et aux urgences évaluer les situations, et en fait, je m'opposais à mes collègues en disant je prends la responsabilité. Donc, on se battait pas, parce que finalement, les gens me disaient bon, bah finalement, si tu prends la responsabilité, que tu fais le programme de soins, ok. Mais il y avait quand même en fait une opposition par rapport à l'évaluation de l'indication des soins à domicile. Et je pense que si on ne fait pas ça, ou qu'on ne fait pas un système où le chef de service dit c'est comme ça, les urgences nous transfèrent d'abord les situations orientées vers l'hôpital, en fait, on arrive à quelque chose d'assez mou, parce que en fait, c'est normal, quand on n'a pas travaillé dans l'équipe mobile, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'on sait gérer. Et on ne diminue pas les besoins en hospitalisation et on ne transforme pas le système. Donc bien sûr, je pense qu'il faut s'adapter au terrain, aux contraintes, etc. Mais il faut aussi avoir une position, je pense, un peu militante, de se dire c'est parce qu'on va aller au bout de ce système que ça va vraiment changer les choses. La question dont vous parliez, c'était avec les urgentistes ou avec les médecins psychiatres qui travaillent aux urgences, ou les deux? Les médecins psychiatres qui travaillaient aux urgences, qui voyaient les patients en fait aux urgences à Lille, c'était les urgences somatiques, et il y avait systématiquement un psychiatre qui voyait les patients, qui disait il faut l'hospitaliser à la clinique Jérôme Bosch, et nous on disait ok, mais d'abord vous me le transférez au CMP en gros. Et nous, en général, on les renvoyait chez eux. Mais ils n'y croyaient pas du tout, hein. Donc on avait essayé de faire un système où on envoyait des comptes rendus du cycle là, de l'équipe comme Ulysse, pour montrer à nos collègues des urgences que si, ça avait marché. Mais bon, je pense, nous, ce qu'on essaie de faire à Ulysse, c'est vraiment d'être avec eux et puis de prendre en charge beaucoup de patients de nos collègues du secteur, pour qu'ils voient que finalement ça a marché. Parce que sinon, si on le fait trop en opposition, finalement, tout le monde nous prend pour des marginaux, et on n'est pas intégré dans la culture locale, quoi. Mais... C'est vrai, mais tu sais, quand on avait monté l'équipe mobile, moi j'avais repris... tu étais déjà assez âgé, j'avais repris les gardes aux urgences. C'est-à-dire, une fois par mois, je faisais une garde aux urgences de Lille, 90 000 passages par an. Mais en même temps, ça m'a permis de connaître tous les urgentistes, ça m'a permis de connaître... Voilà, et je discutais avec eux, parce que comme ça, ils ont compris un peu. Alors après, quand ça a été... et il a fallu que beaucoup... Alors le plus difficile, c'était avec mes collègues psychiatres. Parce que, parce que eux, ils voient comment ça fonctionne dans leur service. Alors, il fallait que je leur explique. Je disais, mais nous, c'est un peu différent, quoi. Fais-nous confiance, envoie-le-nous. Je suis toujours resté copain avec tout le monde, mais je lui dis, fais-nous confiance, envoie-le-nous, c'est pas vous. Oui, mais il dit, mais moi, tu comprends pourquoi je vois un patient, je sais faire le diagnostic. Je dis pas le contraire. Mais tu sais, dans ton service, tu n'as peut-être pas toutes les possibilités qu'on offre et notre mode de fonctionnement. Donc le diagnostic n'est pas remis en cause, mais on a parfois possibilité de faire autre chose que de l'hospitalisation, et on te garantit que tu vas... Parce que l'urgentiste, moi j'ai vu, je me suis retrouvé seul aux urgences somatiques, il faut qu'on prenne des décisions tout de suite. Parce que vous avez la pression des urgentistes derrière, il faut que ça dégage. Voilà, le lendemain, tout le monde doit être parti, les lits doivent être clairs. Quand on se lève le matin, plus personne dans les... Mais bon, moi je leur disais, je trouvais toujours des solutions pour garder les gens jusqu'au lendemain, en disant l'équipe mobile va passer et tout le truc. En discutant avec eux, on y arrive. Ils veulent pas être seuls. Ils veulent... alors la notion du risque médico-légal, quand tu es aux urgences, écoute, tu l'as tout le temps. Donc ils raisonnent toujours en élimination du risque pour nous, pour soi. En tant que psychiatre, tu dis, bon, attends, pas me prendre un procès, je vais pas... et puis même, je ne vais pas envoyer le malade au casse-pipe. Donc, soit il n'y a rien, vous rentrez chez vous, soit c'est l'hospitalisation. Mais quand tu leur dis, il y a un autre dispositif qui est prêt, qui passe, et ça, ils l'ont vu parce qu'ils ont bien vu qu'on était là. Que le lendemain matin, l'équipe était aux urgences, qu'ils pouvaient envoyer quelqu'un en ambulance. Et ils ont dit, bon, ok, ils sont un peu bizarres dans ce secteur-là, mais on va travailler avec eux. Voilà. Mais il faut toujours garder le contact, ça c'est important avec tous les collègues. Voilà, même si on n'est pas d'accord, même ça, les psychiatres, vous savez, 2 psychiatres, 3 avis. Hein. Donc, même si on n'est pas d'accord, on arrive quand même à se comprendre et à avancer, quoi. Aux questions, allez-y, oui, posez. Je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez.
Au lieu de répit à Marseille, les personnes, quand elles sont orientées, ce n'est pas sur sévérité des troubles, dangerosité ou autres, enfin les modalités de la crise, c'est sur tirage au sort. Et c'est une façon qu'ils ont choisi de démontrer la pertinence de la proposition de soins et qui correspond en fait à toute personne qui veut bien participer donc au tirage au sort et du coup s'engage derrière à se soigner de cette façon. C'était juste une petite remarque. Mais il faut qu'il y ait une indication d'hospitalisation. Il faut qu'il y ait un médecin qui juge qu'il y a une indication d'hospitalisation. Ça se passe aux urgences, oui, effectivement. Oui, c'est vous qui avez la parole maintenant. Est-ce que dans tout ce qui a été dit, tout vous a été mis sur la table? Est-ce que vous n'avez pas quelques petites questions quand même qui restent derrière la tête? Moi, je voulais savoir comment vous articulez les choses avec les gens qui sont en soins sous contrainte. Bon, parce que personnellement, j'ai toujours été un petit peu sceptique sur l'intérêt de la contrainte en ambulatoire. Et je voulais savoir effectivement si vous accueillez des gens en contrainte ou pas dans ces dispositifs. Pas de contrainte. Alors nous, on a de la contrainte à Saint-Étienne. On est un peu connu pour ça, on y travaille. Alors la contrainte. Alors par contre, je travaille, je fais de la recherche aujourd'hui qualitative, notamment depuis que j'ai fait le master de philo, c'est vraiment sur les questions de report de la contrainte dans la communauté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une équipe mobile qu'on va pas faire de contraintes. C'est pas parce que vous hospitalisez pas les gens sous contrainte que vous allez pas faire de contraintes. On sait qu'il y a des phénomènes de report de contraintes dans la communauté. Et si votre équipe mobile, elle sert à aller vérifier ce que le patient fait, il est à la maison, ou si vous devenez le bras en fait de l'institution pour ramener le patient à l'hôpital quand il ne veut pas prendre son traitement, quand il ne veut pas aller en consultation, vous reportez juste la contrainte dans la communauté. On le voit bien dans les études qualitatives où il y a certaines personnes, notamment sur les études qualitatives au Royaume-Uni, où les personnes concernées disent en fait c'est pire qu'avant, parce qu'avant j'avais de la contrainte qu'à l'hôpital, maintenant j'ai aussi de la contrainte qui rentre chez moi. Donc ça c'est une vraie réflexion à avoir. Donc nous on a des gens qui sont, on peut suivre des gens qui sont sous contrainte, mais de fait la pratique de la mobilité, quand vous allez chez les gens sont libres de vous ouvrir ou pas, on ne va pas défoncer la porte. Et à part sur ordre du préfet, on ne va pas, avec la police, ouvrir une porte de force. Donc même si la personne elle est en soins ambulatoires sous contrainte, on va forcément on va avoir ce job à faire d'alliance, de confiance. Et moi, ce qui m'a surpris dans le changement de pratique, c'est qu'au début, on se disait, mais tous ces gens qui ne veulent pas de soins, qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui ne veulent pas de soins, comment on va faire? En fait, les gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de soins, c'est qu'ils ne veulent pas l'hôpital, c'est qu'ils ne veulent pas ce qu'on leur propose. Et si vous leur proposez autre chose, en fait, les gens, ils n'ont pas envie de galérer avec leur mal-être. Donc si on leur propose autre chose qui correspond à ce qu'ils souhaitent, souvent, ils acceptent, en fait. Donc même s'il y a une contrainte de soins ambulatoires, les gens vont nous ouvrir la porte parce qu'ils sont d'accord. Oui. C'est ce qui a fait d'ailleurs un peu le succès de l'HAD à Montauban, c'est-à-dire que les collègues finalement ont fini par intégrer l'HAD parce qu'ils se sont rendus compte que quand les patients étaient très réticents à l'hospitalisation et qu'ils disaient mais est-ce que vous seriez d'accord pour que quelqu'un vienne vous voir chez vous, à ce moment-là, ils réglaient leurs problèmes, ils n'avaient pas besoin de passer par une contrainte et ça fluidifiait considérablement le soin. Et donc du coup, ils se sont dit c'est pas inintéressant. Et beaucoup de patients acceptent, même des patients qui vont très mal. Alors nous, comme on fait beaucoup de sorties précoces d'hospitalisation, je pense que... Alors il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est surtout des personnes en soins libres, mais on suit des gens en programme de soins sans consentement. Et je pense qu'en première ligne, c'est pour rassurer en fait les professionnels. Comme on fait sortir les gens de l'hôpital ou des urgences, c'est souvent le seul moyen de pouvoir le faire, c'est-à-dire de pouvoir rassurer suffisamment les professionnels, et on essaie de lever le programme de soins sans consentement le plus rapidement possible. Après, on essaye de travailler vraiment avec la notion de directive anticipée, c'est-à-dire moi, je pense vraiment que je veux être mise en soins sans consentement si je me mets à penser que mon enfant est un diable. Donc, pour moi, c'est pas complètement choquant de pouvoir faire des soins sans consentement. La question, c'est est-ce que c'est le psychiatre qui décide, ou la famille, ou je sais pas qui, ou est-ce que c'est la personne qui va anticiper
donc elle-même décider pour elle-même en anticipant, ou nommer une personne de confiance qu'elle aura choisie. Et donc si elle choisit son compagnon toxique, c'est pas grave, c'est quand même sa personne de confiance. Donc on essaye vraiment de raisonner comme ça. On essaye après la prise en charge Ulysse d'orienter les personnes pour qu'elles voient un médiateur de santé pair, qu'elles fassent les directives anticipées, et quand il y a une nouvelle crise, on essaie de les appliquer, les directives anticipées. Et plein de fois, en fait, on s'oppose à ce que disent les gens. Ils nous disent oui, mais j'ai mis n'importe quoi dans mes directives anticipées, c'est plus elle ma personne de confiance, je veux pas ci, je veux pas ça. Et on essaye de coller aux directives anticipées tout en négociant, on n'est pas non plus des fascistes. Et la plupart du temps, moi j'ai eu que des situations comme ça, les gens nous ont remercié après d'avoir suivi leurs directives anticipées, d'avoir insisté sur ok, vous voulez changer de personne de confiance, mais nous on va quand même travailler aussi avec votre personne de confiance qui a écrit dans vos directives anticipées. Vous voulez aller à l'hôpital, vous nous aviez dit quand même que vous vouliez Ulysse, donc on va essayer pendant 2 semaines Ulysse. On fait des choses comme ça, et ça permet pour moi vraiment, des fois en soins sans consentement, parce que légalement on a été obligé de le faire, mais quand même de respecter en fait le choix de la personne. Et quand on n'a pas de directive anticipée, comme c'est souvent le cas, on va travailler avec la notion de personne de confiance, où on va se dire c'est pas le psychiatre qui décide, c'est la personne de confiance. Donc si la personne de confiance dit certes mon proche délire plein pot, mais je veux pas lui imposer il ne veut pas de soins, on va respecter ça. C'est pas le psychiatre qui va décider, sauf situation bien sûr d'extrême urgence. Donc moi je trouve qu'on s'y retrouve sur le plan éthique à chaque fois qu'on a cette réflexion sur les directives anticipées. Et le programme de soins, personnellement ça me choque pas si on le lève dès que la capacité à consentir aux soins n'est plus altérée. Donc théoriquement, c'est écrit dans les directives anticipées. La personne dit quand je suis comme ça, je suis plus en capacité de décider. Quand je suis comme ça, je suis en capacité. Donc on suit ce qu'elle a mis. Et quand elle n'a pas fait des directives anticipées, on essaie de travailler avec la personne de confiance qui va dire oui, là, elle commence à reprendre un peu son état habituel. Et il y a eu plein de fois où les gens nous ont dit là, moi, je veux tout arrêter. Et à ce moment-là, on a tout arrêté, même si nous, on voulait qu'ils continuent les soins. Mais parce que ils n'étaient plus en altération de la capacité à décider. J'ai essayé de répondre. Je pense qu'au G21, donc ce secteur où je travaillais avant, on faisait pas mal de soins à domicile et de soins intensifs sous contrainte. Bon, et on a organisé avec le CCOMS et puis le HESP une réflexion sur les soins sous contrainte en ambulatoire. On a repris toute la littérature internationale et on s'est rendu compte que les gens soient sous contrainte ou pas sous contrainte, les résultats sont les mêmes. Ils sont même plutôt un peu meilleurs quand ils ne sont pas sous contrainte. Eh bien, les collègues du service ont changé leur pratique. À partir de ce moment-là, ils ont réussi, il n'y en a quasiment plus maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont pu demander, parce que c'était aussi, on a tout de même un monsieur qui s'appelle le préfet, là, qui est même pas toujours facile pour faire sortir des patients. Alors, tout le monde se couvre, hein. Le risque, on peut en parler, tout le monde se couvre. Donc le préfet se couvre aussi, voilà. Donc il ne veut pas faire sortir quelqu'un, même si on le demande, mais si on met écoutez, il peut sortir en SDRE sous contrainte. Là, il est d'accord, parce qu'il y a un contrôle. L'important, c'est le contrôle. Et nous, on n'est pas tout à fait dans le contrôle, on est dans les soins. C'est-à-dire que si les soins, les soins permettent quand même aux gens d'aller mieux. C'est plus les soins que le contrôle. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, en tout cas. Voilà. Je pense que la question des soins sous contrainte, il faut vraiment distinguer les SPDT et les SPDRE, quoi. Je pense qu'on peut faire un effort déjà de laisser sortir les patients sans programme de soins. C'est-à-dire lever la mesure de placement. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, en ce moment, dans le service. Les SPDRE, on ne contrôle pas l'affaire. Hein. C'est-à-dire que pour arriver à les faire sortir, parfois, il faut arriver à montrer qu'on a un projet de soins où ils seront... Pour les préfets, pour nous, ils seront pris en charge au quotidien dans le sens de l'aide. Pour le préfet, ils seront surveillés. Et sans arriver à repérer ça, on voit très bien, parce que très souvent, en tout cas dans le Rhône, ils demandent un deuxième avis. Et dans le deuxième avis, non, pas forcément quand même. Enfin, il y en a, mais quand c'est des judiciaires. Hein. Mais souvent, ils demandent un deuxième avis. Et dans le deuxième avis, ce qui permet de faire sortir, c'est d'arriver à présenter un programme de soins extrêmement cartographié pour rassurer, quoi. Donc, sinon, ils ne lèvent pas. Hein. Donc, il faut quand même tenir compte de ça, arriver à faire la preuve qu'à l'extérieur, ça tient. Et après, on peut demander une levée.
Sans quoi, ils ne permettent même pas une sortie en programme de soins. Alors moi, j'ai trouvé une technique. Il faut faire une demande de programme de soins SDRE avant le passage au JLD, c'est-à-dire avant les J+10. Donc en fait, si on a une équipe de type HAD, c'est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, le JLD avec un bon avocat, le préfet, en fait, il est obligé de suivre la vie médicale. Enfin, s'il y a un avocat qui défend le fait qu'il va y avoir des soins intensifs équivalents à l'hospitalisation et que le médecin a dit qu'il était d'accord et que le patient se défend, enfin moi en tout cas, ça a marché comme ça. C'est-à-dire que c'est le JLD en fait qui force la sortie, mais en programme de soins. J'ai jamais réussi à faire une levée, mais ça permet quand même de passer par un programme de soins. Et puis encore une fois, d'attendre que quand même la crise elle passe, parce que là l'idée c'est du coup d'intervenir au moment de la crise, parce que je parle pas de patients qui en fait vont bien. C'est-à-dire des gens qui vont très mal, mais où on dit certes il va très mal, mais la loi permet des soins très intensifs en programme de soins, et avec un bon avocat ça passe. Alors, dans ce sens, ce qu'on a imaginé aussi comme possibilité, c'est d'utiliser ce qui avait été mis en 2011 en évidence, les programmes de soins après les 72 heures d'hospitalisation. Ça, on l'utilise quasiment jamais. Nous, on se disait qu'avec ce dispositif, on pouvait, pour un patient vu à l'extérieur, qui refuse les soins, mais dont on pense qu'on peut travailler sous une forme contractuelle, la contrainte, de par exemple les hospitaliser 3 jours à l'UHCD en leur disant que de toute façon, quel que soit leur état, ils sortiront au bout de 3 jours en programme de soins. Et je pense que ça peut permettre des hospitalisations de longue durée. Ça, je crois qu'il faut s'en servir. Nous, on le fait assez souvent et des fois, on arrive même du coup à les faire sortir en soins libres. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye pendant 2 semaines, on travaille avec la famille, etc. Et puis vraiment, à un moment donné, on se dit, même avec des directives anticipées, qu'on ne peut pas laisser la personne sans soins. Donc, on l'hospitalise et là, il y a un côté un peu choc. Alors, c'est peut-être, ça peut être vu aussi comme une forme de chantage ou quoi, mais c'est l'idée, on ne peut pas vous laisser comme ça. Et du coup, la personne, elle se dit ok, j'ai compris, et elle accepte quoi. Donc ça amène pas forcément à ce programme de soins. C'est vraiment le côté vous n'êtes pas en mesure de décider et donc on peut pas faire autrement quoi. Je crois que c'est très important. On verra. On peut pas vous dire, on verra. Et c'est une angoisse extrême et avec un facteur iatrogénique supplémentaire. Et je pense que quand on doit hospitaliser dans certaines situations, le fait de pouvoir effectivement très rapidement indiquer la sortie, il y a des situations qui vont se dégonfler, je dirais, d'elles-mêmes. Et le patient, la contrainte va se lever, l'adhésion aux soins va être bien meilleure. Et ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est intégré dans nos façons d'envisager l'hospitalisation. Je crois quand même que dans tout ce que vous dites, il y a quelque chose qu'il faut pas, il faut s'attarder sur ça. C'est quand même cette qualité de présence, auprès du patient. Sinon, l'enrobage du soin, justement, sa description dont je parlais tout à l'heure, si elle se limite à la description du soin, ne va pas permettre de s'engager aussi dans un risque géré. Ce que vous disiez par rapport à Ulysse, dans des situations finalement assez extrêmes pour le psychiatre de base, que vous prenez en charge, il y a quand même un travail qui est fait, une formation des équipes, ce qui implique aussi une fidélisation des équipes, je suppose. Et ça, on se retrouve indiscutablement actuellement devant des limites de notre système. C'est-à-dire d'arriver déjà à pouvoir former les gens avec un socle de départ, arriver à se former ensemble, ce qui implique de rester suffisamment longtemps ensemble en tant que soignants. Donc ce que vous dites tous, c'est indispensable dans les dispositifs, quel que soit le dispositif finalement, parce que comme je disais, il faut décrire au départ, mais après tout ça est évolutif. Mais c'est d'arriver à avoir cette qualité de présence à domicile, parce que c'est un vrai soin qui n'est pas évidemment que chimiothérapie, qui peut ne pas être du tout chimiothérapie, qui peut être aussi chimiothérapique, mais en tout cas, il y a une qualité de présence qui doit aussi nous donner la confiance dans le fait qu'on prend le risque avec le patient. Sans quoi, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on se rabat sur l'hôpital avec le fantasme qu'on diminuera le risque. On peut éventuellement diminuer le risque médico-légal, mais de toute façon, le risque médico-légal, parfois, s'abat sans qu'on l'ait vraiment prévu, quoi. Donc, une dernière question à ça, s'il vous plaît.
Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Pierre, puisqu'effectivement, l'enjeu à l'heure actuelle, c'est de faire des dispositifs qui donnent envie aux collègues de venir y travailler et aussi pour qu'on puisse offrir un soin plus adapté aux patients et ceux qui pourraient choisir avec une diversité importante. Et on ne peut que se rendre compte l'investissement, en tout cas majeur, de toutes les équipes qui sont présentes ce soir tard et qui montrent qu'elles sont très motivées. Reste que quand même, on est à l'heure actuelle en difficulté pour recruter des collègues qui soient à la fois motivés, engagés, comme vous pouvez nous le décrire, et c'est extrêmement motivant de vous entendre parler. On est en difficulté pour les recruter et certes, il faut faire des dispositifs innovants, motivants pour qu'ils viennent, mais ça ne suffit pas. Donc, ma question, c'est un petit peu comment vous avez pu faire pour passer ce cap, parce que malgré les modifications de structure, les propositions de soins innovants et motivants, il y a aussi un moment où trouver des collègues qui sont en capacité de s'investir, de prendre des risques. Pour prendre des risques, il faut être plusieurs, mais quand on est tout seul pour commencer, c'est un peu compliqué. Comment vous avez pu passer ce cap? On en est là, nous. Alors, je vais parler pour mon expérience. Effectivement, comme je disais au début, on n'avait pas de psychiatre, on n'avait pas de médecin. Moi, je voudrais souligner quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la place des soignants, infirmiers, etc., pères aidants, assistantes sociales, surtout les travailleurs sociaux sont extrêmement importants dans ce type de dispositif, parce qu'en fait, souvent, on dit que c'est une crise. Et puis en fait, c'est des gens parfois qui sont en crise parce qu'il y a en fait des problèmes sociaux. On ne peut pas demander aux gens d'aller bien si en fait il y a plein de soucis à la maison à gérer et qu'il n'y a personne pour les aider pour ça. Donc je crois que certes, on a besoin de médecins, certes, voilà, mais je pense que la formation des professionnels, des infirmiers, et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a fait une étude sur le vécu de qualité, de la qualité du travail, de satisfaction au travail, du sens du travail, et c'était extrêmement positif. Et en fait, ça, au fil du temps, en fait, ça se sait. Ça tourne et ça attire, ça a attiré des gens aussi de l'extérieur. Du coup, on a envie de se former. Voilà, moi aussi, j'ai repris des études, je suis retournée à l'université parce qu'on se pose plein de questions. Mais vraiment, c'est aussi le fait de donner des opportunités. Et j'ai envie de dire aussi, il y a de toute façon de moins en moins de médecins. Et la réflexion, elle est aussi de comment est-ce qu'on... l'idée de se dire c'est le rétablissement pour les personnes concernées, c'est aussi du rétablissement pour les équipes. En tout cas, pour nous, ça l'a été. C'est-à-dire, en tant que professionnel de soins, infirmier, comment est-ce que je me positionne, aussi comment est-ce que je m'engage, comment est-ce que je perçois les choses de façon différente. Et aussi pour les médecins, il a fallu bouger. C'est-à-dire que, clairement, moi je le dis, sur ce type de dispositif, le suivi, il est pratiquement complètement dépendant des infirmiers, voilà, ou des soignants, des personnes qui interviennent au domicile. Nous, c'est clairement ça. Les suivis et les accompagnements sont portés par les infirmiers, par les travailleurs sociaux et par les pères aidants. Et en fait, le médecin va venir sur certains moments en expertise, souvent quand nous, on le demande en fait. Donc il y a vraiment aussi un renversement à avoir dans les rapports entre les professionnels. C'est quelque chose qu'on a vécu avec les médecins, c'est quelque chose qu'on a vécu avec les pères aidants, la place aussi qu'on a donnée à nos collègues travailleurs sociaux. Mais je pense qu'il y a vraiment une transformation à faire aussi sur la dynamique du travail entre professionnels qui après est attractive. Nous après c'est ça qui a attiré des médecins. On a pu faire, alors qu'on partait de loin, le plein sur les temps médicaux sur le secteur. Ça a vraiment permis de faire bouger beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que même si c'est dur au début, il faut rester vraiment optimiste pour la suite. Ouais, je compléterai juste sur la question des IPA, parce qu'en fait, nous, on travaille avec beaucoup d'internes. On a 3 postes d'internes et un poste de docteur junior. Et ça permet de former en fait beaucoup de médecins, et d'ailleurs pourquoi pas proposer des interchus, ça permet aussi de former des médecins qui ensuite peuvent repartir dans leur région d'origine, mais en fait ils font les IPA, c'est-à-dire, et même souvent des mauvaises IPA, c'est-à-dire qu'un IPA, un infirmier qui a de l'expérience et qui fait IPA, en fait il sait gérer des traitements. Comme je le disais, nous on est vraiment uniquement sur des situations où sans traitement en fait les gens ils passent à l'acte, donc on est vraiment obligé d'avoir une grande vigilance et des traitements médicaux.
médicamenteux, même si on ne fait pas que ça. Mais un IPA, c'est très très bien faire ça. Donc on pourrait très bien se dire finalement les médecins, et moi j'ai passé longtemps en fait à être vraiment essentiellement au téléphone en train de conseiller les internes. En fait, j'aurais très bien pu faire ça avec des IPA, et du coup, voilà, ne pas complètement exclure la question des médecins, mais de se dire qu'il n'y a pas que les médecins, même quand il y a des questions de traitement et de responsabilité médicale. Et je fais la même réflexion sur l'attractivité, où en fait, honnêtement, nous, on a une équipe globale, essentiellement infirmière, mais en général, qui doit avoir 40-45 ans de moyenne d'âge. Donc, on est plutôt des vieux. Donc, le fait qu'on reste, c'est que vraiment, on est motivé et en fait, on est attractif, quoi. C'est-à-dire que les gens, au niveau des soignants, je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui voudraient venir bosser. Et effectivement, au niveau des postes médicaux, là, on est aussi à bloc. Donc il y a une question de sens et de qualité de la pratique qui quand même assez rapidement fait l'attractivité, quoi. Bien, je ne sais pas si on aura répondu à toutes les questions. Je crois qu'on va clore cette réunion. Merci à tous, merci aux intervenants et merci à vous d'être venus.